préciser que cette édition 1956 se déroule les 28 et 29 juillet, et non au mois de juin comme la tradition le voudrait. La raison principale en est la durée nécessaire des travaux de rénovation du circuit suite au drame de 1955. En ce qui concerne la réglementation, l'Automobile Club de l'Ouest impose des moteurs pour les voitures prototypes de 2,5 litres maximum, ce qui n'est pas le cas pour les voitures dites de production. On constate donc que chez Aston Martin, on a bien les deux types de modèles. Chez Ferrari, on est bien sûr de retour en espérant signer un troisième succès après ceux de 1949 et 1954. Les trois voitures officielles, numéro 10, 11 et 12, sont des 625 LM spécialement préparées pour la classique Mansell. Mais les Italiens n'ont pas obtenu de dérogation, contrairement à Aston Martin et Jaguar, pour recevoir un moteur de 3 litres ou plus. Il s'agit donc bien de moteurs de 2,5 litres, dégageant 220 chevaux et permettant une vitesse de pointe de 230 km/h. Les Italiens ont bien constaté que dans ce domaine, les Jaguars leur étaient supérieurs. Côté pilote, une nouvelle recrue, Duncan Hamilton, qui venait d'être écarté par Jaguar suite à des manquements répétés face aux consignes de course. On pouvait aussi compter sur Maurice Trintignant, Olivier Jean-Debien, Phil Hill, André Simon et Alfonso de Portago. D'autres concurrents sont là, voici la Talbot Lago Sport numéro 17, aux mains expertes de Jean Bérat et Louis Rosier, la meilleure chance française. Dernier coup de pinceau pour la Porsche 550 RS Spider, Porsche, Ferrari et Jaguar étant les marques les mieux représentées avec 6 voitures chacune. Nous voici maintenant sur le circuit et la ligne droite des stands, largement modifiée comme on s'en rend compte tout de suite après les événements de l'année précédente. La piste a été élargie, il y a une nouvelle zone de décélération pour l'accès aux stands, lesquels sont également mieux délimités. Tout cela va dans le sens d'une amélioration sensible pour les spectateurs, mais aussi pour les pilotes. La CO a également décidé d'exiger que chaque voiture soit dotée d'un pare-brise et que la largeur de l'habitacle soit d'au moins 120 cm. Les réservoirs étant limités à 130 litres, l'intervalle de ravitaillement est porté à 34 tours. Il est en outre interdit de conduire plus de 14 heures en tout pour un pilote et 72 tours consécutifs. Signalons enfin que les 24 heures ne font plus partie, en cette année 1956, du championnat du monde d'endurance. Voici la Ferrari privée de l'équipe nationale belge et nous découvrons enfin l'Armada Jaguar. La numéro 5 est également engagée par l'équipe nationale belge qui ne met donc pas ses œufs dans le même panier. Derrière, nous devinons les autres représentantes de la marque tenante du titre. Les trois officiels sont des types D équipés d'un moteur de 3,4 litres aux mains de pilotes aussi expérimentés que Mike Hawthorne, Ivor Bueb, Jack Fairman, Ken Wharton ou Paul Frère. Il y a également une autre structure qui engage une Jaguar, il s'agit de l'écurie Écosse, dirigée par David Murray, avec la paire Ron Flockhart et Ninian Sanderson. Gros plan sur Jean Bérat, au volant de la Talbot équipée d'un moteur Maserati. La marque française se débat hélas dans d'importants soucis financiers. Il faut bien admettre que c'est un rôle d'outsider qui semble être réservé à cette voiture. Deux séances d'essai seulement sont organisées avant l'épreuve. Une le mercredi, une le jeudi, à chaque fois sous un beau et chaud soleil. Le meilleur chrono est signé par Hawthorne sur la Jaguar numéro 1 en 4,16, loin devant ses adversaires. Ainsi, Moss, sur l'Aston Martin, ne peut faire mieux que 4 minutes 27, 11 secondes derrière. Pour Ferrari, c'est même un déficit de 12 secondes qui est enregistré. Tout le monde est donc prévenu, Jaguar a forcément le statut de favori, même s'il leur faut travailler sur la consommation d'essence qui apparaît excessive, un mal qui frappe la plupart des grandes équipes.
Enfin, le grand jour est arrivé. Samedi 28 juillet, des dizaines de milliers de spectateurs convergent vers le circuit. Tout de suite, une constatation s'impose. Le vent souffle fort. La belle semaine estivale va laisser la place à un week-end assez agité et personne n'ignore plus que la pluie viendra forcément perturber l'épreuve. Béret, vin rouge et baguette, pas de doute, nous sommes bien en France. On prend des forces en attendant l'heure du départ, fixée comme d'habitude à 16 h. Le public a répondu présent et en masse. On pouvait craindre en effet une certaine désaffection suite à la tragédie de 1955. Les forces de l'ordre prennent place, le protocole a gardé la même autorité qu'avant. 1956 est une année spéciale pour l'Automobile Club de l'Ouest qui fête ses 50 ans. Mais compte tenu du contexte, l'ACO a décidé de ne pas fêter cet anniversaire, préférant le reporter d'1 an à l'occasion de ce qui sera en 1957 la 25e édition des 24 heures. Les voitures sont amenées les unes après les autres sur la ligne de départ. Image émouvante ici de Louis Rosier, vainqueur en 1950 et qui décédera 3 mois plus tard des suites d'un accident survenu à Montlhéry. À quelques minutes du départ et alors que les tribunes sont archi-combles, une émouvante minute de silence en hommage aux victimes est respectée et une plaque est dévoilée sur les lieux de l'accident de 1955. Voici l'équipage Hamilton de Portago en pleine discussion. C'est le marquis espagnol qui va prendre le départ. Les voitures ont fini d'être mises en épi. On procède aux ultimes vérifications. Le départ sera donné dans 5 minutes. C'est le président de l'Automobile Club de France, Simon de Peyrimov, qui agite le drapeau français. C'est aussitôt la course vers les voitures, un moment toujours extraordinaire au Mans. Ils sont 52 à s'élancer, nombre désormais maximum autorisé en raison de la nouvelle configuration des stands. Au petit jeu de la course dans la course, il y en a toujours un qui a su démontrer sa vélocité, Stirling Moss. Il est effectivement le premier leader de la course sur son Aston Martin. Les premiers tours se sont passés sans encombre, en dépit du fait qu'il y a un léger crachin qui tombe sur quelques portions du circuit. Il ne va pas en aller de même dans le 3e tour. Déjà, on s'aperçoit que Moss a perdu le commandement au profit de Mike Hawthorne et de la Jaguar numéro 1. Mais regardez bien au fond de l'image, c'est là que Paul Frère, dans un premier temps, perd le contrôle de sa Jaguar. Il est aussitôt imité par Jack Fairman sur une autre Jaguar. Et de Portago, il va aussi de sa figure avec sa Ferrari et vient s'encastrer dans les deux Anglaises. Derrière, on évite du mieux possible ce carambolage qui va avoir d'énormes conséquences. Ça n'est pas tout. Voici la Moretti 750 Gram Sport qui est en difficulté au même endroit. Bref, on n'a pas fini les 20 premières minutes de course qu'il y a déjà 2 Jaguars et une Ferrari officielle au tapis. Incroyable mais vrai. Signalons aussi que le drame frappe à nouveau au Mans. Toujours dans la première heure, au 6e tour, le Français Louis Héry perd le contrôle à Maison-Blanche de sa Monopole X86 équipée d'un moteur Panhard. Il ne survit pas à ses blessures et décède dans l'ambulance qui le transporte en urgence. Ce début de course est complètement fou. La Jaguar d'Hawthorne est à son tour affectée par des problèmes mécaniques et va perdre 21 tours dans l'histoire. Jaguar au tapis donc? Eh bien non, pas encore, car il reste la numéro 4, la fameuse Jaguar écossaise pilotée par Ron Flockhart. Mais bien peu, évidemment, aurait pu prévoir que les 3 Anglaises officielles seraient à ce point maudites dans cette édition d'ores et déjà sensationnelle.
La nuit en cette année 1956 est particulière. Comme on est à la fin du mois de juillet, elle sera plus longue qu'au mois de juin. Et comme des averses tombent régulièrement, les nerfs de tous les pilotes sont mis à rude épreuve. À minuit, Flockhart Sanderson sont en tête, mais la Jaguar Écosse perd le commandement vers 3 h du matin au profit de Moss Collins. Le duel est somptueux entre ces deux voitures. Derrière, on trouve la Ferrari de Trintignant-Jean Debien à 4 tours, puis une autre Ferrari, celle de Phil Hill et André Simon. Puis deux Porsche sont en embuscade. Mais la meilleure d'entre elles, celle d'Umberto Maglioli, renonce durant la 16e heure, ce qui laisse l'Aston Martin prototype grimper d'un rang pour intégrer le top 5 au petit matin. Le jour se lève, on s'aperçoit que les nuages sont encore très présents et que le vent souffle beaucoup. Néanmoins, il ne pleut plus et ces conditions sont favorables à la Jaguar face à l'Aston Martin. La paire Flockhart-Sanderson a repris la tête et possède 3 minutes d'avance vers 8 h du matin. Les arrêts au stand rythment ces 24 heures, mais force est de constater que les problèmes mécaniques sont nombreux et que c'est à une sorte d'hécatombe qu'on assiste. Ils ne sont plus qu'une vingtaine en piste pour le dernier tiers de course. Un nouvel accident survient. Peter Walker sur l'Aston Martin numéro 9 sort violemment à la passerelle Dunlop. Il s'immobilise après avoir fait un tonneau et peut s'extraire lui-même de son habitacle avec juste un doigt cassé. Il était à ce moment-là en 8e position. L'histoire des 24 heures, c'est parfois comme une grande roue qui tourne et qui choisit ses vainqueurs et ses vaincus. Une histoire de destin ou de réussite, où la glorieuse incertitude du sport le dispute à la préparation minutieuse des équipes. En cette année 1956, manifestement, les Jaguars étaient en difficulté. Et pourtant, on devine que la victoire est encore possible grâce à cette écurie privée, l'écurie Écosse. Il faut juste résister jusqu'au bout à l'Aston Martin numéro 8. Et tandis que les campeurs du Mans se réveillent, tout le monde a bien conscience que rien n'est encore fait et que cette édition, hors norme, ne serait-ce que par sa date, peut réserver encore bien des surprises. Deux abandons sur le bas-côté, la Talbot numéro 18 de Lucas Zehender et la Fraser-Nash numéro 23 de Stu Gaze. En tête, la Jaguar de Flockhart Sanderson, qui continue de bien contrôler son rythme et l'écart qui la sépare de ses rivaux. Attention cependant, le temps s'obscurcit de nouveau et la pluie ne va pas tarder à refaire son apparition. Cela peut brouiller une nouvelle fois les cartes. Ça y est, comme annoncé, la pluie est de retour. Dans ces conditions, n'importe qui peut partir à la faute. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alerte véritable pour la voiture de tête qui continue de tenir bon face à la meute de ses poursuivants. Voici l'Aston Martin numéro 14 de Greg Parnell et Tony Brooks, une voiture qui navigue aux alentours de la 7e place suite à des ennuis moteurs. Pire, elle cassera sa suspension arrière dans la dernière heure de course et elle sera la dernière à devoir renoncer. Nous sommes un petit peu plus tard maintenant, le soleil est revenu, la pluie s'est arrêtée. La piste ne devrait pas tarder à sécher. Du côté des parkings officiels, on note d'ailleurs un net regain d'activité. La preuve que les spectateurs sont de retour pour la fin de course et ne veulent pas manquer une miette du spectacle.
Quant aux braves campeurs, il est temps de replier affaires et bagages en espérant que tout rentre bien dans le coffre. Et même si certains prolongent encore leur nuit, du côté des autorités officielles, on se prépare pour les dernières heures de course. L'affluence totale sur l'ensemble du week-end est officiellement annoncée à 250 000 personnes. Une voiture est arrêtée sur le bas-côté, en pleine ligne droite des Hunaudières. Il s'agit de la Ferrari de l'équipe nationale belge, numéro 20, celle où l'on retrouvait Lucien Bianchi et Alain de Changy au volant. Elle a dû renoncer suite à des problèmes de direction. Détaillons quelques voitures encore en course. Voici la VP de l'équipage du Mazère Campion. La Porsche de Wolfgang von Trips dans le top 5 de la course. La Jaguar numéro 1 à une vingtaine de tours, hélas. La Jaguar numéro 5, celle de l'équipage Swatters-Roussel, qui figure à ce moment-là à une excellente 4e place au général. Retour dans le paddock, le vent s'est de nouveau levé et les menaces de pluie sont réelles. C'est en tout cas bien un véritable village qui est installé en plein cœur de ces 24 heures. Les spectateurs ne manquent de rien. L'occasion nous est alors donnée de découvrir quelques voitures qui ont abandonné, comme par exemple la Maserati 150S, engagée par Louis Cornet sur casse moteur, la Ferrari de l'équipe franco-américaine Los Amigos, disqualifiée pour avoir ravitaillé prématurément. C'est terminé également pour la Jaguar de Robert Walshaw, elle aussi pour ravitaillement non conforme. Le vent souffle toujours aussi fort, mais l'arrivée est maintenant proche. La foule des grands jours a de nouveau investi les tribunes. Une arrivée des 24 heures du Mans, ça ne se rate pas. Au passage, signalons que cette édition 1956 est la dernière que Charles Farroux dirige. Ingénieur automobile et journaliste, il a fait partie de ceux qui ont créé les 24 heures et depuis 1923, il en était le directeur de course inamovible. Il décédera quelques mois plus tard, en février 1957, à l'âge de 84 ans. Accident pour l'Aston Martin numéro 9. Après un contact avec le talus, la voiture s'est immobilisée de l'autre côté. C'est donc terminé pour l'équipage Peter Walker et Roy Salvadori. Walker est un ancien vainqueur des 24 heures. Il s'était imposé en 1951 sur Jaguar. On notera que le virage n'est pas vraiment neutralisé et que les voitures continuent de passer très près de la voiture immobilisée. Il est maintenant 15h45. L'arrivée sera jugée dans un quart d'heure. Tout le monde est en place pour un final grandiose car les écarts sont faibles. La Jaguar Écosse mène toujours, mais avec un seul tour d'avance sur l'Aston Martin de Moss et Collins. Mais le temps qui s'écoule joue bien sûr en faveur de la voiture de tête. Invité surprise pour la gagne, tant on ne donnait pas forcément cher des chances de Jaguar après l'hécatombe du début de course.
s'apprête donc à gagner cette Jaguar numéro 4 pilotée par Ron Flockhart et Ninian Sanderson. Il s'agit de la deuxième participation pour ces deux pilotes qui sont bien d'authentiques Écossais. L'un est né à Édimbourg, l'autre à Glasgow, comme ça, tout le monde est content. Il est maintenant 16 h, le drapeau à damier va bientôt s'abattre sur les concurrents encore en course. Ils ne sont plus que 15. Le tiercé dans l'ordre était donc le 4, le 8 et le 12. Autrement dit, 3 marques différentes aux 3 premières places. Jaguar, Aston Martin et Ferrari. Victoire de Flockhart Sanderson devant Moss Collins et Jean Debien Trintignant. Chez Jaguar, c'est incontestablement le soulagement et on ne peut que se féliciter d'avoir eu cette fameuse écurie Écosse sous la main. Les vainqueurs ont bouclé 300 tours pile, soit 4035 km, le plus petit kilométrage depuis 1952. Mike Hawthorne a signé le meilleur tour en course et il n'aura donc manqué qu'un petit tour pour qu'Aston Martin ne gagne pour la première fois les 24 heures. Au contraire, c'est bien la 4e victoire de Jaguar qu'on célèbre. À l'indice de performance, victoire de la DB numéro 40 de Gérard Leroux et Paul Armagnac, la Coupe biennale étant remportée également par cette même voiture. Ainsi se terminait une édition qui avait besoin d'une certaine sérénité pour permettre au Mans de repartir sur les meilleures bases après le drame de 1955. Incontestablement, cette année 1956 avait bien rempli son objectif.